Donc à toi la parole. Merci, cher ami. Nous avons vécu ces dernières années une grande révolution dans le traitement de l'insuffisance cardiaque et on a vu ce matin avec Leila Bendris qui montre clairement que l'insuffisance cardiaque, ça tue plus que certains cancers comme le cancer du côlon ou le cancer de la prostate ou même du sein. Et pour ce qui est de la définition de l'insuffisance cardiaque, on va rester sur la dernière classification, moins de 40% réduite, entre 40 et 49%, c'est HMREF, c'est-à-dire moyennement réduite, et preserved, c'est plus de 50%. Et n'oubliez pas les patients qui vont améliorer leur fraction d'éjection, c'est-à-dire qui vont avoir une fraction d'éjection de moins de 40% et qui vont augmenter leur fraction d'éjection après le traitement. Et chez ce genre de patients, il ne faut pas arrêter le traitement puisque l'étude TRAIT-HF l'a clairement démontré et ça, on le sait. Alors, le traitement a complètement changé depuis une dizaine d'années avec les ARNI et le triomphe du LCZ, du Entresto sur l'enalapril chez des patients en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, une diminution du critère mortalité cardiovasculaire, réhospitalisation pour insuffisance cardiaque de 20%. Et on a la saga des SGLT2, en particulier chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. On a deux grandes études, on a DAPA-HF et Emperor Reduced, et on a les données d'Emperor avec l'empagliflozine et une diminution de ce critère dur, hospitalisation, mortalité cardiovasculaire de 25%. Et donc, cette diminution est tout à fait homogène, quel que soit le sous-groupe, que ce soit des patients qui ont une histoire d'insuffisance cardiaque, quelle que soit la cause ischémique ou non ischémique, quelle que soit la classe fonctionnelle et quelle que soit la fraction d'éjection entre 30 et 40%, et que ce patient soit traité ou non par un anti-aldostéronien. Et donc, on a aussi donc cette réussite et cet effet thérapeutique, quel que soit le sexe du patient, sa race, est-ce qu'il a fait un infarctus ou pas, et quel que soit son indice corporel, et quel que soit son débit de filtration glomérulaire. Donc, premier critère atteint, critère dur, diminution de la mortalité cardiovasculaire, et le critère des réhospitalisations. En critère secondaire, on a une diminution des hospitalisations de 30%, et donc on le voit clairement que le bénéfice est tiré par les deux, par la diminution des hospitalisations et la diminution de la mortalité cardiovasculaire. Il y a une chose qui est extrêmement importante dans le traitement, c'est au départ du traitement, on a un débit de filtration glomérulaire qui va chuter un petit peu, c'est ce qu'on appelle ACAI, c'est-à-dire une insuffisance rénale aiguë permissive. Pourquoi? Parce que quand vous donnez un SGLT2, vous aboutissez à une vasoconstriction de l'artériole afférente. En même temps, si vous donnez un ARNI, un Entresto, vous avez une vasodilatation de l'artériole efférente. Et à ce moment-là, vous avez une diminution de débit de filtration glomérulaire. Et cette diminution de débit de filtration glomérulaire, c'est le garant de la protection au long cours. C'est normal de perdre quelques éléments, quelques chiffres du débit de filtration glomérulaire à court terme, mais ce que vous allez gagner à long terme, c'est une meilleure protection rénale. Et aujourd'hui, les SGLT2 sont un traitement majeur du traitement et de la protection cardiovasculaire. Autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est la rapidité d'action, c'est early benefit, c'est-à-dire un bénéfice très précoce, et on voit clairement que ce soit dans Emperor ou dans DAPA, il y a rapidement une séparation des courbes, que ce soit pour la mortalité, que ce soit pour l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, il y a un bénéfice qui est tiré très très rapidement et une meilleure qualité de vie sur l'échelle Kansas avec une différence statistiquement significative, et vous le voyez bien chez vos patients chez qui vous mettez en place les SGLT2. Il n'y a très peu d'effets secondaires, malgré au départ la réticence de nos amis endocrinologues. Il n'y a pas d'effet d'hypotension, il n'y a pas d'hypovolémie, il n'y a pas d'hypoglycémie, et les cas de la kétoacidose sont des cas pratiquement anecdotiques. Lorsqu'on poule les études, à savoir DAPA-HF et Emperor Reduced, on voit clairement que l'effet est bénéfique, que le patient ait reçu ou non l'ARNI. Donc il y a, au contraire, lorsque le patient reçoit ARNI, Entresto, plus
SGLT2, en particulier l'empagliflozine, la diminution de la mortalité et des réhospitalisations pour insuffisance cardiaque dépasse les 25%. Donc, evidence-based medicine, études, randomisation, études, méta-analyse et bien sûr guidelines. Et aujourd'hui, on a les 4 piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque, les 4 dans le même niveau, à savoir IUC, ARNI, bêta-bloquant, anti-aldostéronien et SGLT2. Et on a cette stratégie de mettre les traitements en 3 phases: traitement médical, traitement des comorbidités, et n'oubliez pas le traitement électrique. Pour les recommandations américaines, donc ce sont des patients à mettre en première intention. Vous voyez qu'en niveau de recommandation 1, que ce soit pour les bêta-bloquants, anti-aldostéronien, SGLT2 et ARNI, on peut le mettre en traitement de première intention pour les patients qui sont de nouveau et les patients naïfs. Et vous voyez que la classification du traitement de l'insuffisance cardiaque va tenir étape en plusieurs steps. Et on va voir, est-ce qu'il y a des malades qui avaient une fraction d'éjection de moins de 40% qui vont s'améliorer. C'est ce genre de patients, il ne faut pas arrêter le traitement. L'étude TRADE-HF l'a démontré. On va passer à l'étape du traitement électrique, resynchronisation défibrillateur. Et puis lorsqu'on arrive au stade 6, c'est-à-dire les insuffisances cardiaques avancées, ce sont des patients qui sont éligibles pour soit pour une assistance ventriculaire, soit pour une transplantation cardiaque. Pour les recommandations canadiennes, même chose, à savoir traitement électrique avec les 4 fantastiques, traitement électrique et puis bien sûr traitement des comorbidités. Alors, on a aujourd'hui les 4 piliers. Alors, sur les 4 piliers, on peut ajouter un 5e pilier. Et vous avez entendu de l'étude sur l'ablation en fibrillation auriculaire. C'est une porte qui est ouverte. Vous avez entendu aussi sur la plasie mitrale, sur les fuites mitrales avec l'étude COAPT. Donc, tout ça, c'est des pistes extrêmement intéressantes. Alors, on passe après l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et on a un ensemble d'études qui sont apparues de 2021 à 2023. Et à partir de là, on a 2 grandes études, EMPEROR, PRESERVE et DELIVER, qui sont pour les patients avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée plus de 40%. Et on va 2 sœurs jumelles, même résultat pour EMPEROR, PRESERVE et DELIVER, avec une diminution du critère dur, à savoir hospitalisation et mortalité cardiovasculaire. Et quand on fait une méta-analyse de ces 2 grandes études, on voit, quelle que soit la fraction d'éjection, de 40 à 49% et de 50 à 59%, le résultat est bénéfique et le résultat est positif. Et on tient enfin le premier pilier du traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection moyennement réduite, entre 40 et 50%. C'est un niveau de recommandation 1, avec un niveau 1, classe 1, niveau 1, et donc cette recommandation est donnée pour la dapagliflozine et aussi bien sûr pour l'empagliflozine. Alors en vert, c'est-à-dire en classe 1, les diurétiques, ce sont des traitements de la congestion, et empagliflozine et dapagliflozine en classe 1, alors que l'ARNI, IUC-WARA de classe 2B, anti-aldostéronien classe 2B et bêta-bloquant classe 2B. Et en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, là aussi l'empagliflozine et dapagliflozine sont en niveau de recommandation classe 1, les diurétiques pour le traitement de la congestion et le traitement des facteurs de comorbidité. Aujourd'hui, il y a une grande piste qui s'ouvre pour les cardiologues, c'est le traitement de l'obésité avec la semaglutide. Et vous avez entendu parler de cette étude, on a avec la semaglutide qui baisse, qui améliore tout ce qui est fonctionnel pour les patients en insuffisance cardiaque et qui sont en obésité. Alors comment ça marche? Il y a plusieurs mécanismes avec lesquels les SGLT2 marchent. Il y a une amélioration, tout ce qui est métabolique, il y a une amélioration énergétique, il y a une réduction, surtout une protection rénale, et on l'a vu, c'est-à-dire une vasoconstriction de l'artériole afférente qui va réduire le débit de filtration et qui va mieux protéger les reins. Il y a aussi un effet d'autophagie
Autophagie, ça veut dire qu'on va réaliser comme un jeûne long chez les patients. On sait que le jeûne prolongé va plutôt aller vers des voies kétoacidosiques et donc améliorer tout ce qui est fonctionnel. Et c'est comme ça. On a aussi une augmentation de l'hématocrite, on a une augmentation de l'oxygène tissulaire, on a un effet pléiotrope des SGLT2. Alors, malgré toutes les avancées thérapeutiques, regardez bien que dans un pays comme les États-Unis, il y a uniquement 1% des patients qui sont optimisés. Et donc, malgré que nous avons thérapeutique aujourd'hui, contrairement à nos amis cancérologues qui améliorent parfois la survie des patients de 6 mois à 1 an, aujourd'hui, nous pouvons, grâce au traitement, d'améliorer la survie juste de 6 à 8 ans pour les patients qui ont une insuffisance cardiaque, et pourtant uniquement 1%. Aujourd'hui, on insiste, et on l'a vu ce matin avec l'étude Strong, c'est qu'il faudrait y aller rapidement. Après l'hospitalisation, il faudrait rapidement y aller. Au bout de 4 à 6 semaines, aller vers les 4 fantastiques et donc optimiser les malades le plus rapidement possible. Est-ce qu'il faut donner SGLT2 au cours chez les malades en insuffisance cardiaque aiguë? Voici les conditions de Impulse qui a été l'étude, qui a étudié l'impagliflozine en insuffisance cardiaque aiguë. Et il faut que la pression artérielle soit plus de 100 mm de mercure. Il ne faut pas qu'il y ait d'augmentation diurétique dans les 6 heures. Il ne faut pas qu'il y ait de traitement par les vasodilatateurs ni par les inotropes pendant les 24 heures avant. Et ce sont des malades stables. Et quand on met les malades sous impagliflozine, on a un critère combiné d'amélioration jusqu'à 30%, amélioration de la mortalité, de la morbidité et une amélioration fonctionnelle. Alors ça, c'est la méta-analyse de Vadogantan. Ce n'est pas une étude, mais c'est une projection qui montre clairement que quand vous mettez les 4, à savoir bêta, anti-aldostéronien, SGLT2 et ARNI, vous avez un gain de 6 à 8 ans de survie, ce qui est une avancée extrêmement intéressante. Ceci dit, malgré les avancées thérapeutiques, il y a quelque chose qui persiste, c'est le risque résiduel. Regardez par exemple dans le groupe traité, dans le groupe DAPA, le groupe qui a eu le placebo, et on a un taux pratiquement jusqu'à 30% de mortalité par rapport au groupe traité. Donc le risque résiduel est extrêmement important. Vous voyez qu'on parle aujourd'hui de risque résiduel pour le cholestérol, de risque résiduel pour l'inflammation, de risque résiduel pour la glycémie. Il y a un véritable risque résiduel pour l'insuffisance cardiaque, et ce risque résiduel, c'est un plaidoyer pour, bien sûr, le traitement. Donc, il faudrait titrer les malades rapidement, et voici un schéma qui vous montre comment on titre les patients. Au premier jour, mettre les 4, et puis au bout de 7 jours, il faut titrer les bêta-bloquants. Par contre, SGLT2, c'est une seule dose, l'empagliflozine, 10 mg. Au bout de 14 jours, vous pouvez titrer l'ARNI, le bêta-bloquant, l'anti-aldostéronien. Au bout de la 3e semaine, vous augmentez encore l'ARNI pour arriver à 400 mg. Le bêta-bloquant, vous pouvez donner soit la carvedilol à 50 mg ou le bisoprol à 10 mg. L'anti-aldostéronien à 50 mg. Et vous avez le SGLT2 qui est toujours de 10 mg. Et vous savez que quand vous associez SGLT2 plus ARNI, à ce moment-là, vous avez une meilleure tolérance du traitement, en particulier par rapport à la calémie, par rapport à la pression artérielle et par rapport au rein et à l'évolution de la fonction rénale. Et surtout, si vous avez une petite baisse de débit de filtration glomérulaire, ne baissez pas le traitement, n'arrêtez pas le traitement, il faut continuer parce que c'est le prix à payer pour protéger le rein au long cours. Donc, quel est le bénéfice de démarrer le traitement simultanément? Un, c'est d'améliorer tout ce qui fonctionnait rapidement au bout d'1 à 8 semaines, de réduire les hospitalisations. Quand vous sortez d'une hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque, c'est une période très compliquée où vous pouvez, c'est une période dangereuse et charnière et le taux de réhospitalisation est assez important. Vous réduisez la mortalité de 2 à 4 semaines. Vous améliorez la fraction d'éjection au bout de 2 semaines, vous diminuez l'hospitalisation de 2 à 4 semaines et vous améliorez l'adhérence et la persistance, vous l'améliorez. Alors, dernier point, c'est tout nouveau, c'est l'impagliflozine IMPA-Kidney, c'est-à-dire on a pris des malades diabétiques ou non diabétiques avec un débit de filtration entre 20 et 45, ou pour les patients qui ont plus de 45 avec un rapport UACR plus de 200,
et on a tenu compte, comme on l'a dit tout à l'heure, du débit de filtration et de la microalbuminurie. Et regardez que l'impagliflozine réduit la progression, réduit l'aggravation de la fonction rénale et protège mieux la fonction rénale. C'est-à-dire que vous pouvez, avec ces nouveaux traitements, ralentir le patient et empêcher qu'il aille en dialyse de 6 pratiquement à 8 ans. Et ça, que le patient soit diabétique ou non diabétique, quel que soit son débit de filtration glomérulaire et quelle que soit sa microalbuminurie. Et on note toujours cette diminution au départ du débit de filtration glomérulaire pour protéger au long cours. Et je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Regardez bien, l'impagliflozine a eu l'approbation de la FDA, que c'est une indication de protection rénale chez les patients et une indication pour empêcher la progression de l'insuffisance rénale chez des patients sans qu'ils soient diabétiques et sans qu'ils soient en insuffisance cardiaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les SGLT2 sont un traitement néphroprotecteur, diabète ou non diabète, insuffisance cardiaque ou non insuffisance cardiaque, ce sont des traitements majeurs de la néphroprotection. Et je vous remercie.